cette première table ronde à ce sujet. Donc pour ce premier échange, nous allons parler de l'engagement des entreprises sur LinkedIn et on va essayer de comprendre un petit peu mieux de quelle manière il est possible de communiquer aujourd'hui sur sa marque employeur et sa politique d'inclusion en s'appuyant sur l'influence marketing et pour quels bénéfices. Alors avant de commencer, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, je vais laisser chacun à tour de rôle vous présenter. Julien. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent parmi vous pour parler de l'influence LinkedIn. Donc moi, je suis Julien Morisson. Je suis le cofondateur des Années Folles, qui est la première agence d'influence B2B, donc dédiée ou en tout cas consacrée à LinkedIn. Bonjour à tous et à tous. Je suis Servane Chauvel. Je suis la déléguée générale d'une association qui s'appelle Arpège, qui est une association d'entreprises qui accompagne des jeunes en situation de handicap entre 15 et 30 ans, et ça en partenariat avec l'ensemble de nos entreprises partenaires. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Romain Borel et je suis responsable communication pour l'association Arpège. Et à distance, nous avons Antoine qui est également présent. Antoine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Kirodi, j'ai fait un constat il y a quelques années que malheureusement les personnes handicapées ne connaissaient pas leurs droits ni l'actualité, et donc j'ai créé un compte Twitter à la base pour essayer de les aider depuis maintenant 10 ans. Et maintenant, Merci Antoine. Et on va directement passer à la première question pour un petit peu comprendre comment est-ce que vous avez construit cette stratégie de communication, donc Arpège aux côtés des Années Folles sur LinkedIn. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été votre problématique de départ ? Alors du coup, c'est vrai que nous déjà on a un statut un peu particulier parce qu'on n'est pas une société ou une entreprise en tant que telle, on est donc une association, mais on représente un certain nombre d'entreprises ou d'employeurs engagés sur le sujet de la diversité et du handicap et de l'inclusion. Comme le disait Antoine, c'est des sujets dont on ne parle pas forcément tout de suite de prime abord. Et nous, on était plutôt sur, au quotidien, de l'action de manière très opérationnelle, des actions et des projets qu'on menait pour les jeunes en lien avec les entreprises. Et en fait, notre souhait, ça a été de vouloir mettre en... Je ne sais pas si... Non, pas de souci. On reprend, pas de souci. Servane. Donc du coup, l'idée pour nous, c'était déjà comme objectif général de se dire, mais au-delà de tout ce que l'on fait au quotidien, c'est quand même important d'en parler. Souvent, les gens nous disaient, mais vous faites plein de choses sur le terrain, mais vous avez une communication un peu humble, et je pense que c'est des choses que vous êtes toujours aussi un peu demandé, de se dire, mais où est-ce que je mets le curseur sur la communication et aussi sur... par quel biais et sur quels réseaux sociaux, de quelle autre manière. Donc ça a été un peu la question de base, en se disant mais tout ce que l'on fait au service des jeunes, tout ce que les entreprises font en termes d'engagement, il faut en parler. Sauf qu'en parler, quand on est une petite structure ou quand on n'a pas forcément toujours les ressources pour, et ben, le but c'est d'aller taper à la porte de ceux dont c'est le métier, et c'est ce qu'on a fait avec les Années Folles. Et au sein des Années Folles, alors comment est-ce que vous avez accueilli Arpège et comment est-ce que vous avez construit cette communication ? C'est intéressant lorsqu'on est amené à travailler avec des clients totalement différents finalement les uns des autres, c'est d'avoir l'occasion de valoriser leurs actions sur un média qui est connu à la base comme un média où on recherche un emploi. En tout cas, LinkedIn, ça avait historiquement en tout cas ce positionnement-là. Et c'est vrai que lorsqu'on a eu l'occasion d'avoir nos premiers échanges, d'abord il faut se définir sur pourquoi on choisit plusieurs médias. Tu en as parlé au démarrage, Myriam, il y a de nombreux médias sociaux qui existent, il y a Twitch, il y a TikTok, il y a Instagram et il y a LinkedIn. Et finalement, qu'est-ce qui fait la singularité de LinkedIn ? Eh bien la singularité de LinkedIn, c'est que c'est le média qui permet de toucher des décideurs, des directions des achats, des directions des RSE, des directions de handicap. Et c'était la volonté en fait initiale conduite par Arpège, c'était de toucher des individus au sein d'entreprises qui pouvaient travailler avec eux. Et donc ces personnes, c'était
on va dire régulièrement, direction RSE, compliance et des DRH, et qui, pour être sensibilisés, vont principalement sur LinkedIn et moins sur d'autres médias sociaux. Il a donc fallu s'assurer dans un premier temps d'avoir une communication d'abord basée sur la marque, essayer d'avoir une ligne éditoriale, de commencer à communiquer, d'avoir une stratégie sur les réalisations, les événements, les engagements, avant de travailler dans un deuxième temps, on y reviendra, avec notre leader d'opinion, à savoir Antoine. Pourquoi est-ce que dans le cas d'Arpège, ça a été intéressant pour eux de communiquer sur ce réseau social ? Alors, la volonté initiale, c'est véritablement de trouver des décideurs qui sont en capacité de pouvoir collaborer en interne avec Arpège. Et donc l'objectif, c'est que nous, quand on est amené à proposer des restitutions de nos campagnes, ou d'une manière générale nos actions de communication, on va pouvoir expliquer si ce sont principalement des DRH, des directions des achats, directions des supply chain, qui sont touchés par cette communication. On a aussi le détail par âge, mais on va aussi avoir le détail par catégorie socio-professionnelle. Et donc c'est ça qui est intéressant et ça collait finalement avec l'objectif de LinkedIn. L'un des points pour lesquels il faut avoir conscience, c'est que LinkedIn, la moyenne d'âge, et nos créateurs de contenu, alors Antoine est un peu un contre-exemple, mais enfin, on va avoir des jeunes de 40 ans, parce qu'on est 40 ans, on est toujours jeune, bien sûr, mais on va toucher davantage des personnes qui ont de l'expertise, donc 38, 40, 42 ans généralement, donc beaucoup plus seniors que d'autres médias sociaux. Et d'ailleurs, nos créateurs de contenu, si on a l'occasion un petit peu d'en parler, sont généralement plus seniors parce qu'ils ont une expertise ou des engagements importants, et c'est le cas notamment d'Antoine, et c'est ce qui fait la singularité de LinkedIn. C'est véritablement des gens qui, par leur parcours de vie ou par leur parcours professionnel, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ont des connaissances en RH, en finance, et donc, donc LinkedIn est à privilégier dans ce cadre-là. Alors j'ai une dernière question pour Arpège avant de passer à Antoine pour qu'il puisse nous parler un petit peu plus concrètement de lui, ce qu'il fait sur LinkedIn. C'est vous, concrètement, comment est-ce que vous abordez tous ces termes, tous ces thématiques sur LinkedIn ? En fait, on définit ensemble des sujets sur lesquels on a envie de communiquer. Alors, l'idée, c'est aussi, et Romain pourra en parler, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires, donc c'est aussi des choix à faire. Donc Romain est en lien avec l'agence en direct. Oui, exactement. Donc, en fait, ça qui est très bien avec les années folles, c'est qu'on est vraiment accompagné sur le côté stratégique, donc sur le long terme, comme tu disais, sur la définition de la charte éditoriale, tout ça, mais aussi sur l'opérationnel où on voit avec eux donc les temps forts de l'association et ensuite on définit ensemble vraiment dans une co-construction tous les sujets sur lesquels on va communiquer et puis voilà, c'est vraiment un accompagnement qui nous permet de tirer le mieux de LinkedIn. Et puis on a aussi des bilans chaque mois qui nous permettent de comprendre quelles personnes nous suivent. Parce qu'en fait, quand on démarre une collaboration comme la nôtre, on se dit a priori notre cible est plutôt soit les salariés de nos entreprises partenaires, soit d'éventuels prospects. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Pas tant que ça, parce qu'au final, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a énormément de personnes du monde académique qui nous suivent. Donc, et puis voilà, en avançant pas à pas, on peut adapter et réadapter nos cibles et nos discours et messages de communication au fur et à mesure, quoi. C'est vrai que c'est une collaboration sur le long terme, donc vous avez le temps de repenser. Et d'ailleurs, j'ai une question, mais qui va revenir après à ce sujet-là. Maintenant, je voudrais donner la parole à Antoine. Toi qui prends la parole quotidiennement sur LinkedIn, comment est-ce que tu vois évoluer les prises de parole des entreprises sur LinkedIn au sujet de l'inclusion et du handicap ? Excusez-moi. Vous m'entendez là ? On t'entend parfaitement. Alors, les entreprises communiquent essentiellement avant sur des journées mondiales. Je pense qu'on a tous
avec des associations, avec des entreprises adaptées pour valoriser tout ce travail. Je peux revenir un peu plus en détail sur la manière dont tu peux leur apporter peut-être un regard d'expert. Je suis désolée, j'ai pas entendu la question. Alors, je te disais, je vais la répéter, je te demandais comment est-ce que toi, de ton côté, tu peux les épauler dans leur communication sur LinkedIn notamment. Vous pouvez répéter la question, monsieur le Régis, parce que... Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on se rend compte dans l'entreprise que l'inclusion, c'est un sujet important et ça devient un enjeu de marque employeur. Et donc, naturellement, les personnes en situation de handicap font partie du domaine de l'inclusion. Mais l'inclusion, c'est beaucoup plus large que ça. C'est la manière d'accueillir des femmes sur des métiers qui sont historiquement préemptés par des hommes. C'est aussi accueillir des personnes issues de la diversité d'une manière plus générale. Et donc, les entreprises se soucient de plus en plus de leur image de marque. Et on va être clair, l'image de marque, elle est principalement véhiculée sur LinkedIn. Et donc, c'est aussi l'intérêt de pouvoir collaborer avec des leaders d'opinion qui sont amenés à donner de la communication, à apporter une autre typologie de visibilité. Et donc, Antoine a l'occasion de collaborer avec des entreprises, des marques ou même des solutions IT qui s'adaptent de plus en plus aux personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si on a retrouvé du coup notre ami Antoine. Tu nous entends ? Ah, il nous entend. Alors, je vais te répéter la question qu'on te posait tout à l'heure. Je te demandais, toi, en tant que créateur de contenu sur LinkedIn, en tant que leader d'opinion, comment est-ce que tu peux épauler les marques dans leur communication ? Tout d'abord, en donnant des conseils à travers parce que pour travailler sur les réseaux sociaux, il faut toucher une cible, plus particulièrement sur le handicap. Il faut vraiment trouver des personnes qui s'intéressent vraiment au handicap, soit les personnes handicapées, les aidants, les travailleurs du milieu dans ce secteur. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir toucher cette cible. Donc, ça va être des mots-clés qu'il faut bien cibler. Et puis, c'est donner aussi, parce que Myriam l'a dit, il y a différents types de formats. Il y a du live, il y a des podcasts, il y a plein de types. Et donc, il est important nous, on connaît notre cible, donc de donner des conseils là-dessus pour bien toucher cette cible. Question, Antoine, comment est-ce que toi tu vois, comment est-ce que tu imagines que les entreprises est-ce que tu penses que d'ici quelques mois, quelques années, les entreprises vont davantage prendre la parole à ce sujet-là sur LinkedIn et vont davantage être à l'aise à l'idée de parler d'inclusion et d'handicap ? Oui, ça va être primordial. Au-delà du handicap, ça va être la diversité au sens large. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est vraiment le milieu le réseau social, qui commence à toucher de plus en plus de monde. Je pense qu'on est tous, au bout d'un moment, sur ce réseau social. Donc, ça va être extrêmement important de parler de cela. À votre tour, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez retenu de ces premiers mois de collaboration. Alors au niveau large comme au niveau influence, on reviendra peut-être dans une deuxième question sur l'influence bien spécifiquement. Alors, nous déjà, ça fait quelques mois, donc on est parti sur une collaboration sur une année entière, donc c'est important aussi de rappeler ce contexte-là. Parce que l'année prochaine, on sera davantage en capacité de faire le bilan de ce qui se passe. On a démarré un certain nombre de communications. On n'a pas encore aujourd'hui commencé notre première campagne d'influence avec Antoine, donc on est en train de l'écrire et de la réfléchir avec des temps forts dans l'année, ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le moment, en fait, ça nous force aussi à se questionner sur... notre cible, nous, elle est très large parce qu'on est au milieu d'entreprises, de partenaires, de jeunes, de monde académique, comme dit Romain. C'est pas un exercice facile aussi de se dire, voilà, je me ressens sur quelle communication, avec quel message clé. Et on se rend compte que... en fait, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes, comme le disait tout à l'heure Julien, qui sont sur ce réseau professionnel et qui suivent l'essentiel et beaucoup de notre côté, vraiment les informations sur LinkedIn. Et c'est là où on se dit, mais en fait, ils suivent, ils
commente, il y a des choses qui se vivent, on partage beaucoup et on reçoit beaucoup de personnes. Nous, une des façons les plus significatives, c'est qu'aujourd'hui, on a cette chance de ne pas avoir à prospecter de nouvelles entreprises pour développer notre partenariat, parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Je veux dire, il y a beaucoup de produits ou des choses que vous pouvez peut-être vendre aussi, ou c'est parce qu'il y a des bons échos et des bons retours que ça marche. Nous, c'est un peu différent parce qu'on ne vend rien de concret, on vend plutôt, on vend pas, on est plutôt dans des accompagnements et des prestations de services et quelque chose de pas tout à fait palpable en tant que tel. Mais c'est extrêmement important de voir qu'on a des entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent comment on peut travailler avec vous, comment vous pouvez nous accompagner sur ce sujet. Et du coup, c'est déjà un premier bilan qui est extrêmement précieux, de se dire qu'on n'est pas là à se forcer à vendre quelque chose, que la communication à l'œuvre pour nous finalement, et de se dire qu'on a aussi, on parlait du public, on a des jeunes qu'on accompagne jusqu'à 30 ans qui sont sur cette cible-là. Donc parfois on est assez étonné aussi de la manière dont les communications fusent et passent dans des circuits qu'ils ne maîtrisent pas au début, mais on est ravis. Pour compléter, en fait, la question induisait du coup une réponse qui avait déjà été au préalablement abordée, à savoir que lancer une opération d'influence lorsque la marque n'est pas forcément suffisamment connue avec une suffisante notoriété, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire quelqu'un qui va lancer, ce n'était pas le cas de là, mais une opération d'influence avec Antoine, mais qui aurait 20, 30, 40 abonnés, ça va faire flop. Il va y avoir un côté extrêmement déceptif. Peu importe que ça soit sur LinkedIn ou que ça soit sur Instagram, avec comme singularité de LinkedIn, c'est qu'on est davantage effectivement sur des prestations de services, des prestations intellectuelles, parce qu'on est davantage sur cette cible-là. Donc avant de lancer des opérations d'influence avec Antoine, d'autres créateurs de contenu sur LinkedIn, il faut d'abord asseoir la marque. Et donc c'est en ayant cette première étape qu'on commence effectivement à voir quelles sont les typologies d'entreprises ou d'acteurs qui nous suivent. Et c'était l'une des premières observations. On s'aperçoit que finalement la cible, elle est un peu plus ouverte que ce qu'on imaginait, y compris géographiquement. Et donc ça permet de se dire qu'on va adapter la communication lorsqu'on est amené à travailler sur le calendrier éditorial. Eh bien, on peut, dans le cadre du conseil, privilégier telle action au lieu de telle autre, parce qu'on sait que ça va toucher davantage la communauté. Et le rapport a lieu tous les mois. Alors, naturellement, on a parfois des sujets qui sont des incontournables d'une action d'entreprise, mais néanmoins, ce qui est important, c'est de se dire, on ne part pas à trop de présupposés, on peut toucher une communauté qui spontanément n'aurait pas forcément suivi, même si là, on va avoir davantage peut-être même de la fonction RH au sens très large, mais on va s'apercevoir que par exemple, la fonction d'après, ça peut être des directeurs financiers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des budgets, et donc ça les intéresse aussi de pouvoir s'intéresser à ces sujets-ci. Donc c'est vraiment ça qu'on va avoir l'occasion d'étudier et de relayer tous les mois, et une fois qu'on a suffisamment de visibilité, surtout que là c'est une collaboration annuelle, on va lancer effectivement cette fois-ci les opérations d'influence avec Antoine. Mais ça permet du coup de suivre, évidemment, je vous invite à suivre l'actualité d'Arpège dès maintenant pour observer les futures collaborations qui auront lieu. Et sur ces futures collaborations, est-ce que pour terminer, on peut avoir peut-être quelques informations supplémentaires sur la manière dont vous allez commencer à communiquer avec un créateur de contenu ? Alors, à ce stade-là, on n'a pas encore déterminé la périodicité avec Antoine. Ce qui est intéressant avec les créateurs de contenu, alors Antoine singulièrement, mais d'une manière plus générale, ils ont aussi leur mot à dire dans la temporalité et de force de proposition. S'ils considèrent que c'est pas le bon timing parce que Antoine connaît parfaitement l'ensemble des événements qui ont lieu, alors il nous dit non, ça n'a pas lieu là, ça a lieu là, il faut mieux mettre le paquet sur ça, on va l'écouter. Pour le coup, on les laisse véritablement nous orienter, nous faire part de propositions. Et donc c'est en fonction de ces périodicités-là, on n'est pas sur des périodicités B2C, c'est vraiment là, on est sur des périodicités B2B avec parfois des actions de budget, enfin on doit tenir compte de ces actions-là pour toucher véritablement la communauté. Donc on est en cours, mais ça fera une occasion d'être réinvité en tout cas. Ce sera le mot de la fin, parfait. Ouais, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose du côté d'Arpège. Nous, on avait notre petit mot de la fin parce que du coup, c'est notre année à nous. C'est-à-dire qu'on a pris un partenariat sur un an avec les années folles. Et du coup, juste pour faire un petit mot, une petite blague de la fin, on a envie que nous, en termes de notre communication, cette année, elle soit aussi un peu folle de notre côté, qu'elle nous emmène plein de perspectives et plein de belles rencontres, qu'elles soient virtuelles ou physiques, comme aujourd'hui. Merci à tous. Si, maintenant, place aux questions. Est-ce que vous auriez des questions, que ce soit du côté agence pour les années folles ou du côté Arpège pour parler inclusion, handicap sur LinkedIn notamment? Sinon, c'est nous qui vous posons les questions.
Non. Encore une petite question. Ouais, en live, on a des questions ou pas? Non. D'accord. Et ben. Est-ce qu'on peut en poser, vous? Est-ce que vous, qui êtes là dans la salle, c'est des choses que vous pourriez envisager? Si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui peuvent être vos freins aujourd'hui finalement? Parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on s'est dit comme ça en se levant un matin. Tiens, on va communiquer aujourd'hui avec Romain, on va aller sur LinkedIn voir ce qui se passe, ou plus sur Facebook, c'est des rencontres, voilà. Il croyait. Mais il y a des rencontres, des gens qui nous ont parlé, donc ce que l'on fait là aussi aujourd'hui. Est-ce que voilà, c'est des sujets qui vous intéressent, que vous avez peut-être déjà fait ou projeté? Sur l'inclusion ou sur le handicap, on sait que c'est un des enjeux aussi pour les entreprises d'attirer des talents, donc peut-être, oui. Oui, vous avez raison, parce que sur le sujet du handicap, en fait, il y a plein de choses derrière. Il y a en tant qu'entreprise, parce qu'il y a des obligations légales de recrutement de 6% de personnes en situation de handicap, mais il y a plein de choses. Il y a aussi, quand effectivement une entreprise comme la vôtre, le Crédit Agricole, a des clients, ça peut être des éléments qui sont extrêmement forts, mais que ce soit en termes d'accessibilité du service, d'accessibilité physique. Je dirais, on a aussi tous dans notre tête se dire que, et c'est important aujourd'hui de se le dire, que le handicap, il n'est pas toujours de naissance. Il y a des événements qui arrivent en cours de vie, que ce soit pour nous ou pour des gens autour de nous. Et en fait, ça ramène aussi à une certaine réalité où on se sent un peu tous concernés. Alors, tout à l'heure, on évoquait de temps forts et quelque peu historiques. Je veux dire, jusqu'à présent, enfin pendant très longtemps, mais Antoine en parlerait beaucoup mieux que nous, mais dans l'esprit des Français, il y avait une journée ou un week-end dans l'année, c'était le Téléthon. Et aujourd'hui, le handicap, on en parle de manière tout à fait différente. C'est des sujets en entreprise, etc. Et c'est aussi important d'avoir une approche autre que médicale, comme le Téléthon, qui est tout de même extrêmement importante. Et du coup, comme disait Julien, c'est des sujets qui arrivent dans l'entreprise, mais elles sont dans l'entreprise, on en parle, et c'est aussi important de les faire rayonner. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de les faire rayonner, clairement, ce sont les réseaux sociaux, et ce sont la manière dont on peut s'en servir pour en parler, que ce soit sur notre entreprise, mais que ce soit le sujet global. Hein. C'est ce que fait Antoine, d'ailleurs, de parler du sujet dans sa globalité. Et d'une manière plus générale, c'est vrai qu'on voit que ça soit pour les collaborateurs, mais aussi finalement pour des clients, la notion de valeur, c'est-à-dire je quitte une entreprise parce que ça ne partage pas mes valeurs, ou je la rejoins, ou je suis client parce que je partage des valeurs, elle est aussi essentielle, et c'est un axe business, parce qu'on en parle, mais c'est aussi du business, de devoir donner de la visibilité à une offre. Ça fait partie des nouveaux enjeux qui sont à identifier. L'esprit, parce que ça peut aussi parfois être un écueil, même si là, pour le moment, on n'a jamais été confronté à ce sujet-là, de ne pas tomber dans ce qu'on appelle alors, du greenwashing, qui n'existe, c'est pas le terme approprié, mais qui pourrait être du handicap washing, qui consiste uniquement à donner une belle vitrine, mais qui n'est pas incarné. Mais on a la chance d'être accompagné par Antoine, qui fait ses vérifications largement avant nous, et quand on est amené à lui proposer une entreprise, une association, une structure, il va nous dire: moi je valide ou je valide pas, en tout cas je communiquerai pas avec eux. Et ça, quand j'ai des garants, c'est un peu excessif, mais vous avez compris l'esprit. Je pense qu'on doit être vigilant dans la manière de donner de la visibilité, qui soit pas quelque chose d'artificiel ou de futile. Il en va aussi de la communauté d'Antoine, puisque la communauté qui suit Antoine est une communauté qui a confiance dans sa parole autour des personnes en situation de handicap. Donc c'est aussi important d'être complètement aligné sur des valeurs portées, mais des valeurs incarnées. Sinon, de toute façon, les messages vont être envoyés à Antoine, soit en public, soit en privé, et il va nous le dire en disant non, là, non, on ne refera pas. Oui.
quand on parle souvent de marketing d'influence, en réalité, on oscille sur les entreprises entre du marketing d'influence et de la communication d'influence. Donc, je dirais que c'est un peu au milieu. En soi, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est donc les KPI. Dans les KPI, ce qu'on va analyser, c'est le nombre de likes, bien sûr, le nombre de partages, le nombre de commentaires positifs, négatifs, comment se positionne la concurrence. Finalement, est-ce qu'on augmente en nombre d'abonnés? Si oui, sur quelle thématique, sur quel sujet? Donc, sur LinkedIn, il y a des spécificités qu'on peut apporter, comme par exemple la typologie des catégories socio-professionnelles et des entreprises qui vont être amenées aussi à vous suivre. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand vous voyez de la communication, que vous vous rendez compte que vous touchez plus de TPE que de PME ou de grands groupes, alors que ce n'est pas du tout votre volonté, vous êtes en droit de vous dire soit la communication n'est pas bonne, soit le produit n'est pas adapté. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire en termes de retour. Et puis ensuite, ça dépend des campagnes. Il peut y avoir des liens tracking. Moi, à titre personnel, je ne suis pas un grand fan. Vous imaginez bien que s'il fallait un poste sponsorisé pour acheter des turbines, ça se saurait, globalement. Donc, ça ne va pas fonctionner de la sorte. En revanche, comme ça a été dit au préalable, c'est la récurrence. On parlait d'ambassadora. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, la personne, elle va ancrer une marque. Elle va ancrer comme un réflexe. Et donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans le temps. Donc, il y a des choses qui sont effectivement de l'ordre du mesurable, la manière dont c'est repris dans des médias ou que c'est repris par une communauté. Puis il y a des choses, ça va se mesurer dans le temps, c'est-à-dire des contrats qui vont arriver dans 3, 4, 5, 6 mois. Parce qu'on aura vu Antoine communiquer, on dira mais si, il a communiqué sur. Et donc c'est dans ce contexte-là que je suis amené à vous rappeler. Donc ça va être vraiment ces deux points-là qui vont être à analyser. Après, dans certains cas, il va y avoir des actions qui sont très B2C. Et donc on va, exemple, la caricature, mais c'est la formation. Là, je peux vous dire qui a acheté de la formation en temps réel, 2, 3, 4, 5. Et donc, la personne mesure si ça fait de la rentabilité. C'est moins intéressant aussi pour les créateurs de contenu, parce qu'on parle peu, mais c'est de plus en plus un métier. Enfin, j'insiste, c'est du travail, parce que souvent, on présente ça de manière un peu gadget, ça ne l'est pas du tout. Et donc, eux aussi sont amenés à dire, moi, si c'est uniquement pour voir le ROI, combien je vais faire de ventes, ça m'intéresse un petit peu moins, alors qu'une campagne sur la durée, où je vais pouvoir vraiment... parfois même certains sont intégrés dans des comités de direction. Vous voyez, on va les faire venir sur un nouveau produit, sur un nouveau lancement, parce qu'ils vont avoir un avis sur des choses dont la communauté va leur parler en off. Et donc ça, c'est précieux pour le coup. J'espère que je réponds à votre question. Ce serait un sujet à analyser un peu plus longuement, mais malheureusement, on va manquer de temps. Je pense qu'il est temps de terminer cette première table ronde pour passer à la suivante. Merci à vous quatre. Merci Antoine, si tu nous entends, d'avoir été présent à distance. Et n'hésitez pas à suivre chacun d'entre eux sur les réseaux sociaux si jamais vous avez des questions un peu plus... si vous attendez des réponses un peu plus élaborées ou si vous souhaitez échanger à ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci à vous.